Lors de la conférence de presse précédente, nous avions annoncé un nouveau Conseil national de sécurité pour la fin du mois de septembre. Le CNS qui devait se pencher sur la présence du coronavirus, qui malheureusement est toujours là, et nous allions développer une stratégie pour la gestion du risque. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui, il faut définir 3 périodes. Il y a eu la première vague et le CNS a, à ce moment-là, essayé de limiter au maximum la propagation du virus pour éviter que les soins de santé soient sursaturés. C'était la première période. À la fin de cette première période, nous avons fait des efforts pour essayer de déconfiner provisoirement. Donc nous avons pris des mesures très progressivement tout en maîtrisant la situation. Aujourd'hui, et même si certains secteurs n'ont pas encore redémarré leur activité aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans une phase qu'on va appeler gestion du risque. Et la question qui se pose maintenant est simple. Comment pouvons-nous, tout doucement, retourner vers une situation qui serait la plus normale possible, tout en ayant le coronavirus parmi nous? Il s'agit ici de développer une vision à long terme, une vision qui doit nous éviter de réagir trop souvent et trop durement. Avec les experts de la cellule d'évaluation, nous essayons d'arriver à une solution modulable qui dépendra de la situation épidémiologique et qui permettra d'offrir une stabilité, qui permettra de bien comprendre la situation et qui permettra aussi d'anticiper certaines choses. Donc certaines règles seront assouplies parce qu'elles ne sont plus utiles ou parce qu'elles ne sont plus tenables. D'autres règles restent maintenues parce que l'épidémie n'est toujours pas passée. Nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'attentes après ce CNS. Et nous allons pouvoir répondre positivement à certaines de ces attentes, mais pas à toutes. La situation épidémiologique aujourd'hui ne le permet pas encore. Nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas de virus et pas d'évolution de ce virus. Nous n'avons pas non plus de réponse à toutes les questions qui se posent. Une vision à long terme, c'est quelque chose qui évolue progressivement. Ce mercredi, la moyenne hebdomadaire des contaminations est de 1374 par jour. Le taux de positivité est en hausse lui aussi, 4% depuis plusieurs jours, sur une capacité de testing équivalente. Ces contaminations touchent toutes les catégories d'âge, même si l'on constate que ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui sont concernés en premier lieu par celles-ci. L'intensité de leur vie sociale n'y est pas étrangère. Bien entendu, cette vie sociale est quelque peu mise à mal avec les règles en vigueur, mais il est impératif de continuer à les suivre. Il existe un tas de manières de se voir et de passer un bon moment ensemble qui sont conformes aux règles sanitaires. Et rappelons que quelques moments d'insouciance ne valent pas la peine de mettre en danger soi-même, de se mettre en danger ou de mettre en danger ses proches. En moyenne, nous comptons aujourd'hui 53 nouvelles hospitalisations par jour. Certes, nous sommes loin des 600 nouvelles admissions journalières que nous avons connues au pic de la crise, mais ce chiffre est malgré tout 2,5 fois supérieur au nombre d'hospitalisations d'il y a une vingtaine de jours. L'impact sur les soins intensifs est lui encore très limité. Seulement 6% des lits sont occupés par des patients Covid. Et les décès restent quant à eux stables avec une moyenne hebdomadaire de 3,3 par jour. Je rappelle qu'il est toujours difficile de parler des décès comme si c'était de simples chiffres. Il y a toujours derrière des personnes et des familles endeuillées. Donc même si la situation reste sous contrôle, n'oublions pas que l'augmentation des hospitalisations et des décès est souvent en décalage par rapport aux contaminations, que les augmentations à l'heure actuelle progressent rapidement et enfin que la situation épidémiologique peut se dégrader brusquement. N'oublions pas non plus qu'il est toujours plus facile d'agir en amont afin d'éviter
une difficulté. La vigilance reste donc de mise. Le rebond que nous observons dans notre pays ne se limite pas à notre pays. Tous les pays de l'Europe sont confrontés de manière différente, mais ils sont tous confrontés à une augmentation des chiffres. Certains pays prennent d'autres mesures. Je pense au Royaume-Uni, par exemple, qui veut limiter les rassemblements et qui impose aussi des restrictions au secteur de l'horeca. D'autres pays doivent prendre des mesures plus strictes et passent à un confinement. Je pense par exemple à l'Espagne. Et tout ceci doit nous inquiéter. La pandémie n'est pas passée. Et voilà un petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le virus est toujours là, mais la vie doit continuer. La vie doit continuer d'une façon adaptée, bien entendu, pour essayer de maîtriser cette épidémie. Et c'est pour cela que nous avons nos 6 règles d'or. Le respect de ces 6 règles d'or reste essentiel dans notre vie, dans notre quotidien aujourd'hui. Ces 6 règles d'or doivent être le pilier. Voilà le pilier de notre futur. Et je les répète. Suivez les règles sanitaires de base, c'est-à-dire lavez-vous régulièrement les mains. Privilégiez les activités en extérieur, là où le virus se transmet moins facilement. Protégez les personnes fragiles. Et quand on parle de personnes fragiles, on parle de personnes qui risquent de développer une infection grave. Et il s'agit alors de personnes âgées de plus de 65 ans, mais aussi de personnes qui ont une santé plus fragile. Ça représente quand même 3,5 millions de Belges. 3,5 millions de Belges qui sont plus fragiles. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de garder les distances d'1,5 mètre, pour éviter de transmettre le virus. Il est toujours conseillé de porter le masque quand vous êtes proche de personnes vulnérables. Et c'est absolument nécessaire lorsque vous ne pouvez pas garantir la distance de sécurité. La distance de sécurité est essentielle. Gardez toujours ce 1,5 mètre de distance. Beaucoup de personnes connaissent les 2 dernières règles parce que ces 2 dernières règles concernent notre vie sociale. La 5e règle d'or concerne nos contacts sociaux, c'est-à-dire les contacts rapprochés. Il est très important de vous rappeler que dans notre vie quotidienne, nous pouvons voir toutes les personnes que nous avons envie de voir, à condition de maintenir et de garder cette distance. Et si on ne peut pas garder cette distance, eh bien, il faut porter le masque. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas voir en même temps, au même endroit, plus de 10 personnes, excepté les enfants. Et cette règle-là va subsister, et j'en reparle tout à l'heure. Nous sommes bien conscients aujourd'hui qu'il n'est pas facile d'éviter les contacts rapprochés avec des personnes. Et c'est quoi ces contacts rapprochés? Eh bien, il est très important de bien le comprendre. Les contacts rapprochés, ce sont des contacts physiques proche avec une personne qui ne vit pas sur le même toit, un contact physique proche de plus de 15 minutes et sans garder la distance d'1,5 mètre et sans porter de masque. Ces contacts rapprochés-là ne sont pas totalement interdits, mais il faut les éviter au maximum. Et plus la situation sera difficile et défavorable, plus nous devrons réduire ces contacts rapprochés. Mais qu'est-ce que ça veut dire réduire les contacts rapprochés? Eh bien, c'est différent pour chacun d'entre nous. Et les experts vont proposer un chiffre de référence, un chiffre qui va varier de 1 à 5 en fonction de la situation sanitaire. Les experts conseillent à tout le monde d'avoir des contacts rapprochés avec 5 personnes maximum.
5 personnes en dehors des personnes qui vivent sous le même toit. Ce sont des personnes à qui vous pouvez donner un câlin, ce sont des personnes avec qui vous pouvez boire un verre, vous pouvez aller manger ensemble. Donc toutes des personnes où vous ne devez pas, où vous ne respecterez pas la distance de sécurité. Il s'agit ici d'un choix individuel. Vous faites donc ce choix individuellement en votre âme et conscience. Mais on n'insistera jamais assez pour dire qu'il faut absolument suivre cette ligne directrice. À part ça, si vous respectez la distance de sécurité, vous pourrez voir autant de personnes que vous le souhaitez. Comme les contacts sociaux sont un sujet très sensible au sein de la population, je répète donc ce que je viens de dire en français. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez voir toutes les personnes que vous souhaitez. Toutes les personnes que vous souhaitez. Mais c'est vrai, il y a des conditions. À condition de garder vos distances à tout moment. Et si ce n'est pas possible, de porter un masque. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous voir à plus de 10 personnes au même endroit, au même moment, enfants non compris. Cette règle persiste et nous en parlerons encore un peu plus tard. Nous sommes conscients néanmoins qu'éviter tout contact rapproché avec tout le monde à tout moment, ça n'est pas si simple. Et quand on parle de contact rapproché, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire en fait ? Un contact rapproché, c'est d'être proche physiquement d'une personne qui ne fait pas partie de votre foyer, pendant plus de 15 minutes, sans respect de la distance d'1,5 mètre et sans masque. Ces contacts rapprochés ne sont pas absolument interdits, mais ils doivent être le plus limités possible. Et forcément, plus la situation épidémiologique va évoluer défavorablement, plus il faudra se restreindre en matière de contact. Bien sûr, limiter les contacts, le concept limiter les contacts rapprochés, c'est difficile à quantifier d'un individu à l'autre et chacun pourrait avoir sa propre perception. C'est pourquoi les experts proposent un point de référence qui varie entre 1 et 5 en fonction de la situation sanitaire. Donc pour l'instant, les experts conseillent à chacun de ne pas avoir de contact rapproché avec plus de 5 personnes hors foyer par mois. Il s'agit donc de personnes que vous pouvez, par exemple, enlacer, avec qui vous pouvez manger ou boire un verre, en étant très proches l'un de l'autre, donc sans respecter les fameuses distances de sécurité. Il s'agit donc bien d'un choix individuel. Chacun choisit 5 personnes pour un mois. Et puisque ce n'est pas une obligation, cela induit que vous devez faire ce choix en âme et conscience. Mais que nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'il est fondamental de respecter cette ligne de conduite. Si chacun participe à l'effort, même de manière adaptée, nous pourrons continuer à mener nos vies sociales en maximisant nos chances de rester en bonne santé, ça c'est quand même important, mais aussi en maximisant nos chances d'éviter de devoir reprendre des mesures drastiques. En résumé, je sais que je l'ai dit dans les 2 langues, mais je le répète encore parce que c'est un élément clé. Voyez qui vous voulez en respectant les distances de sécurité ou en portant un masque et évitez autant que possible les contacts rapprochés. Et on a expliqué les contacts rapprochés, ce que ça voulait dire et quels étaient les petits extras, je dirais, que l'on peut avoir dans sa vie parce que nous sommes tous fondamentalement humains. Les masques sont devenus un objet de notre quotidien et ils font toujours l'objet de beaucoup d'attention. Le port du masque est très important dans la gestion de l'épidémie. Et vous devez d'ailleurs porter un masque quand les distances ne peuvent être garanties. Néanmoins, il faut le reconnaître, il est inutile de l'imposer partout, tout le temps. C'est pourquoi dès le 1er octobre, le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur, sauf dans les lieux extrêmement fréquentés où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées et ces lieux sont déterminés par les autorités locales. En tout état de cause, il faudra porter un masque dans les lieux couverts bien déterminés qu'on a déjà listés plusieurs fois, comme par exemple les transports en commun, les magasins ou les cinémas, et ça peu importe qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. Et
Nous demanderons, pour essayer d'avoir une cohérence dans l'entièreté du territoire, aux autorités locales d'aller dans le sens de l'avis du CEDEVAL et la décision du Conseil national de sécurité sur ce sujet-là. En ce qui concerne les rassemblements maintenant, là, nous devons faire une distinction entre un événement que vous organisez vous-même pour des raisons privées ou alors un événement qui est organisé par un professionnel. Si vous organisez quelque chose vous-même, alors le nombre d'invités se limite à 10 personnes. 10 personnes, et je l'ai déjà dit, et on a dit enfants non compris. Ceci vaut aussi pour les rassemblements en rue. Des événements organisés de manière professionnelle, je pense à des fêtes, des réceptions de mariage par exemple. Là, il faut suivre les règles de l'Horeca. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite quant au nombre maximum d'invités. C'est un peu comme au restaurant. Là, il n'y a pas de maximum qui est imposé. Tout dépend de la capacité du restaurant, mais on ne fixe pas de chiffre maximum. Les protocoles devront être respectés à la lettre, tout comme ça se fait dans l'Horeca. Et tout ce qui est soirée dansante n'est pas encore permis. Enfin, les événements qui rassemblent du public, et cela, peu importe le style d'événement, là, il y a toujours cette limite de 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur. Ça reste applicable. Tout comme les exceptions qui sont permises par l'article 12 de l'arrêté ministériel, et ce, jusqu'à ce que les protocoles soient adaptés. Jusqu'à ce moment-là, tous les protocoles, sport, culture, enseignement, etc., tout cela reste en vigueur. Ces règles seront donc adaptées dans un futur proche. Nous avons demandé au CEDEVAL de se concerter avec les ministres compétents et les différents secteurs de manière à revoir les règles. Le but étant d'offrir à tous les secteurs une certaine stabilité et prévisibilité. Mais, et c'est important aussi, il faut permettre à ces secteurs de se relever après la période de pandémie, tout en respectant, bien entendu, la situation sanitaire du pays. Un baromètre de l'épidémie qui va être implémenté progressivement dans notre pays. Ce baromètre concernera les niveaux national, régional, mais aussi provincial, et il doit encore être affiné. Ce baromètre fonctionnera en tout cas selon un système de paliers, et c'est assez simple. Plus la situation s'aggrave, plus des mesures de restriction doivent être prises. Les autorités, les professionnels, les citoyens pourront ainsi mieux appréhender l'évolution de l'épidémie. Et ce baromètre sera d'ailleurs repris comme référence dans les conférences de presse du centre de crise qui auront lieu 3 fois par semaine. Et je vous invite d'ailleurs à les suivre le plus régulièrement possible, car on y prend le temps de bien expliquer les enjeux sanitaires qui nous préoccupent au quotidien. Pour déterminer le niveau de gravité de la situation épidémiologique, ce baromètre se basera principalement, mais pas seulement, sur l'évolution du nombre d'hospitalisations. En effet, nous devons continuer impérativement à limiter la saturation de nos services hospitaliers, et ce afin de garantir la meilleure prise en charge possible des patients dans nos hôpitaux. Travailler aussi sur base du nombre des hospitalisations, mais pas seulement, a comme avantage que, contrairement à d'autres indicateurs critiqués, les chiffres des hospitalisations ne souffrent pas d'interprétations différentes. Il est donc un indicateur incontesté qui permet de mesurer la gravité de la situation. Ce nouveau baromètre aura aussi l'avantage d'être prospectif. Prospectif car nous pourrons établir des prévisions sur plusieurs semaines afin que chacun d'entre nous puisse envisager de quoi sera fait demain. L'objectif est d'aboutir en comité de concertation sur ce sujet particulier dans 2 semaines. Le dernier Conseil national de sécurité du mois de septembre coïncide aussi avec la fin de l'été et le début de l'automne. Nous avons encore la chance de profiter d'une météo clémente, mais nous savons que bientôt, les mauvais jours seront de retour.
les rhumes, les grippes, les sinusites et autres maladies du même ordre feront également leur retour, pour ceux qui ne sont pas déjà malades. Bien souvent, les symptômes de ces maladies sont similaires à ceux du Covid. Je dis similaires car pas forcément identiques, et c'est pourquoi il est important de bien les identifier. Ces informations sont notamment disponibles sur le site infocoronavirus.be. Moi, je suis maman et je me rends compte qu'il est difficile de savoir quelle décision prendre quand un nez commence à couler à la maison, quand la gorge commence à gratter, quand votre enfant commence à tousser un petit peu. Et donc, je pense qu'on doit tout mettre en œuvre pour mieux informer les familles, mais aussi les écoles, afin de protéger le foyer sans pour autant paralyser la vie de famille pour des symptômes bénins. Je rappelle aussi que quand vous avez des doutes, votre médecin généraliste est là pour vous, mais nous aussi, en tant qu'individus, on doit apprendre à pouvoir identifier des signes. C'est un fait, l'arrivée de l'automne puis de l'hiver risque de créer des difficultés pour les familles, engorger la médecine généraliste et au final entraîner une demande très forte de testing. Or, toute la procédure qui entoure le dépistage et le suivi des contacts, testing, tracing et la quarantaine, est un pilier fondamental de notre gestion de crise. Nos chiffres en la matière sont d'ailleurs positifs, il faut le rappeler, parce qu'en Belgique, on a souvent l'habitude de souligner ce qui ne va pas. Depuis le début de la crise, nous avons effectué plus de 2 millions de tests. Nous sommes actuellement à une moyenne de 250 000 tests par semaine et l'objectif reste d'augmenter la capacité de testing pour être prêt pour la saison de la grippe, que je viens d'évoquer, avec une capacité de 70 à 90 000 tests par jour. Mais pour que tout cela soit possible, il faut que le système continue à suivre. Il faut aussi pouvoir alléger la pression sur les professionnels de terrain. Et je profite de ce moment pour remercier, encore une fois de plus, le personnel de santé est certainement la première ligne qui actuellement est débordée par la prise en charge de patients inquiets. La concertation avec eux est constante et nous avons eu des retours très clairs du terrain. Nous devons tenter d'y apporter des réponses pratiques à cette surcharge de travail. Une série de décisions ont donc été prises en la matière, à savoir l'augmentation de la capacité de testing des centres de tri existants et l'instauration de nouveaux points de dépistage. Les entités fédérées y travaillent actuellement. La création d'un call center qui permettra de concentrer toutes les demandes vers un seul point d'information et soulager les médecins généralistes. La mise en place d'une plateforme de rendez-vous pour dispatcher les demandes à travers les centres disponibles. L'allègement des charges administratives des médecins en permettant à plus de professionnels de fournir un code pour le testing. Ou encore, favoriser l'obtention directement par les patients des résultats des tests effectués sur Internet, notamment via le système COSO ou masanté.be. Ce sont des systèmes qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore suffisamment utilisés. De manière générale, il est aussi nécessaire d'augmenter la rapidité de la communication des résultats des tests auprès des patients. Daarnaast herinner ik u eraan. En plus de tout cela, je vous rappelle aussi que l'application mobile Corona Alert sera lancée le 30 septembre prochain. Cette application est assez facile à utiliser. Votre téléphone réagira via le Bluetooth par rapport aux appareils qui se trouvent à proximité. Et donc, vous pourrez être averti lorsqu'une personne ayant le Covid se trouve à moins d'1,5 mètre de vous pendant une période assez longue. C'est un moyen d'aide très efficace pour faire le traçage. C'est une application sûre, aussi en ce qui concerne vos données personnelles. Fin de ce mois, une conférence de presse aura lieu. Celle-ci donnera toutes les informations nécessaires sur l'application. Mais il est clair que plus les personnes vont utiliser cette application, plus elle sera efficace et pertinente. Ces derniers temps, nous avons eu énormément de questions quant à la quarantaine. Le concept de la quarantaine n'est pas toujours bien compris et je dois dire que les choses sont assez compliquées. Une période d'isolation de 15 jours
est souvent difficile à supporter. Et donc, nous avons demandé de réévaluer la situation et on nous a proposé qu'à partir du 1er octobre prochain, la quarantaine se limite à 7 jours. Donc, très concrètement, si vous avez des symptômes de COVID, vous contactez votre médecin traitant, votre médecin vous place en isolement pendant 7 jours. Vous devez à ce moment-là vous faire tester le plus vite possible. Si le test est positif, vous restez en quarantaine. Si le test est négatif, vous pourrez, si votre santé le permet bien entendu, sortir de quarantaine. Mais imaginez que vous n'ayez aucun symptôme, mais que vous avez quand même eu des contacts rapprochés avec une personne positive. Dans ce cas-là, dès que vous en prenez connaissance, dès que vous avez été contacté par le centre de traçage, là, vous devez entrer en quarantaine pour 7 jours à dater du contact rapproché. Donc 7 jours, il est important de le faire, mais uniquement par rapport aux personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts rapprochés. Pas des personnes que vous connaissez, que vous avez vues de loin. Ça n'a pas de sens. Vous devrez aussi prendre rendez-vous pour un test, un seul test. Vous devrez faire un seul test au jour 5. Si le test est positif, votre quarantaine sera prolongée de 7 jours. Si le test est négatif, vous pouvez quitter votre quarantaine après le 7e jour. Les règles de quarantaine montrent combien il est important de garder les distances de sécurité. Ainsi, si vous n'avez pas de symptômes et que vous avez croisé quelqu'un qui avait le corona, mais vous l'avez croisé à distance, eh bien à ce moment-là, vous pourrez éviter la quarantaine. C'est aussi un point important de cette conférence de presse, donc je vais le répéter en français. On instaure donc un nouveau système de quarantaine. Avec ce nouveau système, si vous présentez des symptômes du Covid, vous prenez évidemment contact immédiatement avec votre médecin qui vous isolera immédiatement pour 7 jours. Et vous devrez passer un test le plus rapidement possible. Si le test est positif, c'est que vous avez le Covid, la quarantaine continue. Si le test est négatif, dès que votre situation clinique le permet, vous pouvez sortir de quarantaine. Si vous n'avez pas de symptômes, mais que vous avez eu des contacts rapprochés avec une personne positive, dès que vous l'apprenez, quand vous apprenez que cette personne avec qui vous avez eu des contacts rapprochés est positive, ou que vous êtes contacté par le contact tracing, vous devez vous mettre immédiatement vous-même en quarantaine pendant 7 jours, à compter évidemment du dernier jour où vous avez eu contact avec cette personne contaminée. Il est important de seulement vous mettre en quarantaine quand vous avez eu un contact rapproché avec la personne positive, sinon ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, d'abord, le contact tracing ne vous appellera pas, mais si votre ami vous téléphone parce qu'il est inquiet, si vous n'avez pas eu de contact rapproché avec cette personne, vous n'êtes pas considéré comme une personne à risque. Ensuite, évidemment, vous devez prendre rendez-vous pour passer un test unique, un seul test au 5e jour. Et si ce test est positif, votre quarantaine est reconduite pour 7 jours. Et si ce test est négatif, vous ne devez plus être en quarantaine après le 7e jour. Ces règles démontrent bien l'intérêt de garder ces distances pour éviter les quarantaines inutiles si vous n'avez pas de symptômes et que vous avez été en contact avec quelqu'un qui, lui, devient positif. De nouveau, si vous avez respecté les règles, si vous êtes resté à distance, si vous avez porté votre masque, vous n'êtes pas considéré comme une personne à risque. La quarantaine concerne actuellement aussi les voyageurs qui reviennent de zones oranges et de zones rouges. Aujourd'hui, c'est le cas. Les zones oranges et les zones rouges, on est concernés par cette quarantaine à degrés divers, mais on est concernés. À partir de vendredi, je le rappelle, se rendre dans ces différentes zones sera fortement déconseillé. Donc aller en zone rouge sera fortement déconseillé, mais pas plus interdit, afin d'établir des règles harmonisées avec le reste des pays européens. Dès lors, les obligations de test et de quarantaine s'adapteront également. Les zones oranges ne feront plus l'objet d'un testing
Il n'y a plus de testing pour les zones oranges, le retour de zone orange. Et pour les voyageurs qui reviennent d'une zone rouge, ils devront effectivement, eux, se mettre en quarantaine dès le premier jour de leur retour, durant 7 jours, et faire un test au 5e jour, puisqu'à ce moment-là, vous êtes considéré comme un patient à risque. Mais ils pourront se soustraire à cette obligation s'ils remplissent un document d'auto-évaluation qui, après analyse, les autorise spécifiquement à le faire. Bien entendu, ces consignes ne concernent pas les personnes qui passent moins de 48 heures dans une zone rouge, comme c'est le cas par exemple des transfrontaliers. Vous l'aurez compris, notre pays bascule progressivement d'une gestion de crise à une gestion de risque. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous tentons de faire. En d'autres termes, nous apprenons à vivre en tenant compte du risque que représente le coronavirus dans notre société. Non, nous ne sommes pas quittes du virus, mais nous commençons tout doucement à mieux l'appréhender. C'est le cas des autorités, comme, je pense, chacun et chacune d'entre nous. Nous savons désormais tous comment nous prémunir d'une contamination. La plupart d'entre nous connaissent les bons réflexes et les situations à risque. Mais nous devons continuer de rappeler l'impérieuse nécessité de suivre les règles scrupuleusement. Il en va de notre santé et de notre avenir. La communication joue à cet égard aussi un rôle essentiel. Les autorités fédérales, régionales, communautaires doivent continuer à investir, voire même à investir davantage, à la fois dans des communications de masse et à la fois dans des communications et des messages beaucoup plus ciblés. Je souhaite également lancer ici un appel à ce qu'on appelle les leaders d'opinion, à toutes celles et ceux qui ont une voix dans leur communauté, sur les réseaux sociaux ou encore via les médias. Nous ne demandons évidemment pas un soutien inconditionnel aux décisions qui sont prises, parce que le débat contradictoire est sain dans une démocratie. Nous insistons cependant sur le fait, si c'est possible, de profiter de chaque occasion qui vous est offerte, de vous exprimer pour rappeler les 6 règles d'or lors de vos interventions. L'intérêt de les suivre, lui, est incontestable dans le monde scientifique et médical, et c'est un impératif pour notre société. We hebben altijd gestreefd naar een evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en de individuele verantwoordelijkheid. Des pouvoirs publics et la responsabilité individuelle. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça. Les pouvoirs publics doivent faire leur travail, c'est sûr, et ce, au niveau local, régional, communautaire et national. Nous devons tenter d'améliorer les procédures, nous devons renforcer les piliers de notre stratégie. Je pense au testing, traçage, etc. Et il faut essayer de gérer, maîtriser la situation. Nous devons aussi faire tout ce qu'il y a moyen de faire pour essayer de soutenir le personnel soignant. Parce que c'est ces personnes-là qui sont finalement en première ligne. Et je n'oublie pas non plus tous les secteurs qui ont souffert de la crise, tous ces secteurs qui auront besoin de nous pour une relance. Mais tout cela ne suffira pas si chacun de nous ne fait pas des efforts à son niveau. Il y a beaucoup de façons de profiter de la vie, de se faire plaisir. Alors, s'il vous plaît, pas de nonchalance. Si tout le monde est nonchalant, eh bien alors nous allons devoir renforcer les mesures. Nous devons essayer de trouver en nous la force de nous adapter à cette situation. Non pas pour subir une situation, mais pour trouver une façon de bien vivre avec ces 6 règles d'or. Des règles d'or qui nous accompagnent tous les jours, que nous devons appliquer tous les jours, sans pour autant que ce ne soit un trop gros obstacle. Donc nous devons vivre malgré et en dépit du virus. Donc l'épidémie dépend aussi de notre propre comportement. N'oubliez pas que nous tous, nous sommes la solution. Tendu par la lassitude, car un relâchement généralisé entraîne inévitablement un retour à des mesures plus strictes. Il faut au contraire trouver en nous tous la force de s'adapter, ne pas subir la situation, mais trouver les moyens de faire sien les 6 règles d'or. Les appliquer au quotidien sans qu'elles ne deviennent un frein
mais plutôt l'occasion de mieux vivre avec le virus. La gestion de l'épidémie dépend aussi de notre comportement individuel. Pas seulement, mais aussi. N'oubliez pas, nous sommes la solution. La solution, elle est en chacun d'entre nous à notre niveau. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Ça reste d'application. Zorg voor jezelf en vooral voor elkaar. Je vous remercie. Dank u. Merci. Ik veronderstel dat er vragen zijn. Et je suppose qu'il y aura des questions maintenant. Ja. Alors, je comprends que cette vision à long terme n'est pas encore tout à fait finalisée, donc pas de code couleur pour l'instant, pas de baromètre, mais en ce qui concerne ces contacts rapprochés, ça c'est un conseil, mais quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce qu'on pourra avoir plus de personnes, moins de personnes? Donc ça ne dépend pas des provinces. À Bruxelles, il y a plus de contamination, mais ça vaut partout? Oui, en effet. Alors, il est très important de bien comprendre que la vision à long terme, cette vision à long terme pourra revêtir plusieurs aspects. La première vision à long terme, et c'est pour cela que c'est si important, la première vision à long terme, c'est le respect des 6 règles d'or. N'oublions pas que c'est là la clé de notre comportement, le respect des 6 règles d'or. Ce qui est aussi très important, c'est de savoir que si vous respectez bien les 6 règles d'or, eh bien à ce moment-là, vous pourrez à tout instant, à l'extérieur de chez vous, ailleurs, vous devrez toujours garder cette distance. Et nous savons tous que c'est très difficile. Mais nous avons dit qu'il faut quand même donner aux gens une référence qui permet aux gens de se dire « Tiens, si j'embrasse telle personne ou si je me rapproche de telle personne en dehors de mon foyer, si je ne respecte pas la distance, est-ce que je le fais en toute sécurité, oui ou non ?» Et ça, c'est ce chiffre de référence qu'on a voulu fixer. Donc, évidemment, la situation sanitaire va peut-être devenir plus compliquée et à ce moment-là, ce chiffre de référence devra être limité. Donc aujourd'hui, il a été fixé à 5, mais 8 dans 2 semaines, 3 semaines. Et comment ça va se faire? Eh bien, c'est là qu'intervient ce baromètre. Ce baromètre sera puissant. Ce baromètre dira autant de contacts rapprochés ou un événement d'autant de personnes peut être organisé ou pas. Donc il sera très important d'avoir un baromètre très précis, très correct. Et il y a aujourd'hui encore énormément de discussions en cours à propos de ce baromètre et on va prendre le temps pour être sûr que ce baromètre soit soutenu par tous, par la population, mais aussi par les secteurs. Et ce baromètre, il permettra de déterminer la situation sanitaire au niveau national, mais aussi régional ou provincial. Et au CNS, nous avons dit qu'en matière de contacts rapprochés, nous avons dit ce n'est pas une obligation. On ne peut pas fixer d'arrêté ministériel pour ces 5 personnes. On ne sait pas le contrôler, on ne sait pas le vérifier et les personnes doivent se sentir responsables individuellement. Ça, c'est très important. Mais il y aura, ce baromètre va prendre des décisions. Ce que nous avons déjà décidé, c'est qu'en ce qui concerne vos contacts rapprochés dans votre vie privée, vous avez besoin d'un cadre de référence, vous avez besoin de règles et de stabilité. La stabilité est vraiment très importante. Et si on adapte
le baromètre a un petit niveau géographique, à une petite zone, eh bien, ce sera plus difficile que si on a un baromètre national. Donc, on a décidé que le système serait un système pour l'entièreté du pays. Mais il sera toujours possible de tenir compte de spécificités ou d'analyses à des niveaux différents. Et quand je vous dis qu'il faut encore affiner quelque peu le baromètre, il faut encore réfléchir exactement à sa conception, aux différents niveaux et voir aussi quel suivi sera nécessaire en fonction de quel niveau. Donc tous ces éléments-là sont importants et doivent encore être définis. Et nous ne voulons pas travailler trop vite à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui aura un impact à tous les niveaux de vie. Et donc il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on va fixer des règles qui valent pour toujours ou est-ce qu'on va travailler de façon phasée ou étape par étape. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore définies aujourd'hui. Nous n'avons pas encore pris de décision définitive, mais c'est trop important. C'est trop important et nous ne pouvons pas décider cela à la va-vite ou faire des propositions rapidement sans qu'il n'y ait l'adhésion de la population, sans qu'il n'y ait de discussion avec les différents secteurs, parce que les secteurs vont en subir les conséquences. Nous avons dit qu'il faut faire le maximum pour que les différents secteurs en difficulté puissent connaître une bonne relance. Bonjour Madame Wilmès. Peut-être deux petites clarifications par rapport à ce qui est annoncé ici. C'est vrai que les contacts en groupe sont limités à 10 personnes. Alors on sait, il y a beaucoup d'événements où on peut se rassembler, je pense dans les stades de foot. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour les personnes qui nous regardent en ce moment derrière leur écran de leur dire que pour des mariages, pour des événements privés, qui soient festifs, qu'on ne peut pas se retrouver justement en plus grand nombre? Le deuxième, c'est une clarification par rapport à... C'est pas grave, je vais répondre. Par rapport à la quarantaine, c'est 7 jours, vous avez dit. Que se passe-t-il si à partir du moment où on a des symptômes cliniques, on reçoit le résultat du test, parce que ça prend du temps, seulement le 3e, le 4e jour. La quarantaine continue, mais combien de temps? Est-ce qu'elle est rallongée ou pas? Peut-être une petite clarification. Et une dernière chose, est-ce que c'était votre dernier Conseil national de sécurité aujourd'hui? Merci. Alors, première question. Je ne l'ai pas noté. Je suis passée tout de suite sur la partie festive. Donc, votre première question, c'était quoi encore? Oui, donc ça c'était sur la partie festive. Alors pour la partie festive, je l'ai dit, mais donc c'est bien que vous posiez la question parce que manifestement ça n'est pas suffisamment clair. Pour tout ce qui est événement organisé par un professionnel, un mariage, une fête d'anniversaire, n'importe quoi, c'est organisé par un professionnel. Les professionnels, nous leur faisons confiance, ils suivent les règles de l'ORECA, il y a des règles très strictes pour l'ORECA. Il n'y a plus de raison, si nous voulons projeter la gestion de l'épidémie sur le long terme, de les singulariser dans leur profession. Et donc, pour la partie, tout ce qui concerne l'organisation des événements par un professionnel, et à ce moment-là, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de montant maximum. Pourquoi? Parce qu'il revient aux professionnels d'organiser cela dans le respect des règles de l'art qui sont suivies par l'ORECA. Et on constate que, par exemple, dans l'ORECA, ça fonctionne extrêmement bien. Mais donc, ce sont les mêmes règles. Par contre, on garde un maximum de 10, par exemple, pour un dîner que vous faites chez vous, ou par exemple pour une organisation que vous faites chez vous, ou pour les rassemblements dans la rue. Ça permet aussi de bien comprendre la différence d'approche entre une approche qui est cadenassée, organisée, qui fait l'objet de protocoles et qui fait l'objet de sanctions quand c'est organisé par un professionnel, et la différence quand c'est chez vous. Il faut comprendre que pourquoi 10, pourquoi autre chose, mais simplement plus vous allez avoir de monde dans des circonstances moins contrôlées, plus le risque est grand qu'il y ait des événements de supercontagion. Et c'est pour ça que l'on reste avec cette règle qui n'a pas changé, parce que je le rappelle, si on doit s'inscrire sur le long terme, la situation épidémiologique, elle, n'évolue pas favorablement. Vous aviez aussi posé, qu'est-ce qui se passe si j'ai le temps que je fasse mon test, je suis négatif, donc j'étais asymptomatique, je n'avais pas de symptômes, je fais un test, le temps que je reçoive mon test qui me dit que je suis négatif, je développe des symptômes.
À ce moment-là, si vous développez des symptômes, d'abord quand vous êtes malade, vous allez chez votre médecin. Quand on développe des symptômes qui sont de type Covid, eh bien à ce moment-là, vous rentrez dans le nouveau système de quarantaine. Ça, c'est une de 7 jours de nouveau, mais vous rentrez dans un nouveau système. Donc vous devez faire la distinction entre je suis symptomatique ou je ne suis asymptomatique. Si au départ vous êtes asymptomatique et vous devenez symptomatique, à ce moment-là vous devez prendre l'autre partie de l'arbre de réflexion. Est-ce mon dernier Conseil national de sécurité? Je n'ai que 45 ans, j'ai encore l'intention d'être très longtemps parmi vous. Est-ce que le prochain Conseil national de sécurité, parce que je pense que c'est votre question, sera présidé par ma personne? Nous verrons bien, et je dois vous dire avec beaucoup de sincérité que ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Mais je vous remercie d'avoir posé la question.